Bonsoir Pierre Lapac. Bonsoir. Vous êtes commissaire divisionnaire de la police française, ancien chef des sections économiques et financières et responsable de plusieurs enquêtes. Entre autres, vous avez dirigé les enquêtes sur les mafias russes et italiennes. Et vous avez également, au cours de votre carrière, travaillé avec la plupart des services étrangers dans le monde et des douanes, notamment dans les Caraïbes, aux Amériques. Depuis 2012, vous êtes le représentant résident de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la prévention du terrorisme. Alors, il y a quelques semaines, la justice sénégalaise a procédé à l'arrestation d'un certain nombre de personnes, dont 2 imams et 2 femmes qui sont liées à des activités terroristes. Comment réagissez-vous à ces arrestations? D'abord, au niveau de mon titre, pour que les choses soient claires, donc je suis le représentant régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Je dirais, dans une carrière précédente, j'ai travaillé en effet pour la police française pendant de nombreuses années, mais maintenant j'ai été recruté par les Nations Unies et je travaille exclusivement pour les Nations Unies. Bon, ensuite, je veux dire, considérant cette arrestation qui a été faite il y a quelques jours, enfin quelques semaines, par l'autorité sénégalaise, vous me permettrez de ne faire aucun commentaire pour une raison simple, c'est qu'il y a une enquête en cours et que le rôle des Nations Unies est un rôle de soutien aux différents États et nous ne sommes pas une autorité judiciaire, une autorité policière et nous ne sommes pas là pour intervenir dans une enquête qui est en cours. Donc je laisse à la police, à la gendarmerie, aux autorités judiciaires sénégalaises le soin de traiter de ce dossier. Un éditorial qu'a signé un grand éditorialiste de la presse sénégalaise, c'est M. Madiambal Diagne, qui dit que le Sénégal, un jour ou l'autre, sera frappé par le terrorisme. Parce que depuis quelques années, les services étrangers ont fait état de quelques activités suspectes relatives au terrorisme. Est-ce que vos services ont eu à travailler sur ces questions? Alors, comme je vous l'ai dit, nos services ne sont pas des services d'enquête. On n'a pas lien avec Interpol, Europol ou l'Organisation mondiale des douanes. Le rôle de l'ONUDC est d'aider les États et de mettre en place les institutions avec les États qui s'imposent pour renforcer la scène judiciaire. La problématique du terrorisme est une problématique qui malheureusement touche absolument tous les pays dans le monde. Je crois que tous les pays ont un jour payé ou malheureusement paieront demain le prix du sang. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé hier au Liban, ce qui s'est passé en Espagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Mali, dans tous les pays de la sous-région, au Niger bien sûr, au Tchad. Donc la problématique qu'il faut se poser sans vouloir être alarmiste, c'est de se poser la question du quand et non pas la question du si. C'est-à-dire que oui, un jour, malheureusement, tous les pays peuvent être touchés. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'ils seront touchés et comment ils peuvent se préparer pour éviter que cet impact arrive le plus tôt possible pour retarder cette échéance. Et donc sur ce plan-là, le Sénégal est fragile, comme le Mali, comme le Niger, comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, au même titre que les pays européens ou les États-Unis. Le rôle des autorités sénégalaises, et nous travaillons avec eux, nous, ONUDC et les autres organisations des Nations Unies et les partenaires internationaux, c'est de renforcer leurs institutions pour être, je dirais, le plus proactif dans l'identification de ces réseaux criminels, de ces réseaux djihadistes, et pour pouvoir les démanteler avant qu'ils frappent. Tout en sachant pertinemment qu'on joue avec une inconnue, c'est comme des mathématiques, qu'on joue avec une inconnue, et sachant que cette inconnue, malgré toutes les mesures proactives que vous pouvez prendre, peut à un moment ou à un autre frapper sur votre territoire national. Donc aucun pays n'est à l'abri de ce fléau. Il faut simplement être le plus près possible et le plus proactif possible. Justement, dans le cadre de la prévention, le président Macky Sall, lors du forum de Dakar, a dit son désaccord par rapport au port du voile intégral. Et dans la foulée, il a fait arrêter la construction d'une mosquée à l'aéroport pour des raisons de sécurité. Vous pensez que cela peut avoir un impact sur la prévention du terrorisme au Sénégal? Chaque État est maître de sa politique sur ces thématiques-là. La France a pris un certain nombre de décisions, les États-Unis d'autres, l'Allemagne, le Sénégal, et c'est au président Macky Sall, c'est au gouvernement sénégalais de déterminer qu'est-ce qu'il doit faire sur ces thématiques-là. Ce n'est certainement pas à nous, ONUDC, de dire au gouvernement sénégalais comment il doit se positionner sur ce plan-là. Toujours lors du forum de Dakar, on a mis en cause des ONG présentées comme des organisations qui financent le terrorisme. Est-ce que dans vos activités, vous avez eu des informations par rapport à ça? Je crois que ça, c'est
C'est un fait, je veux dire, des institutions internationales comme le GAFI, le groupe d'action financier, ou le GIABA ici, qui sont donc des institutions qui sont chargées de la lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme, enfin la détermination de politiques de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment au niveau mondial ou au niveau régional. Ces organisations ont fait un certain nombre d'exercices de typologie pour justement essayer d'être le plus proactif possible dans la détection des flux. Et on s'est aperçu, en ce qui concerne le financement du terrorisme, que des ONG, des organisations, je dirais, à but non lucratif, peuvent être des canaux de financement d'activités terroristes ou d'organisations djihadistes. Ne me faites pas dire le fait que les ONG et les organisations en général à but non lucratif qui sont impliquées dans des opérations caritatives, par exemple, pour aider des pays musulmans, sont des organisations qui sont impliquées dans le djihadisme. Pas du tout. Mais certaines, en effet, peuvent avoir une finalité, peuvent utiliser ce canal de financement, ce canal d'aide, à des fins, je dirais, non acceptables. On imagine que ça va être quand même très difficile de les identifier et de prendre des mesures contre elles. Bien sûr, dès qu'on travaille dans le domaine économique et financier, dès qu'on travaille en matière de transfert de flux financiers, il est très difficile d'identifier le petit flux financier au milieu de l'immensité des flux financiers qui passent dans le monde et qui va lui-même avoir une origine criminelle. Alors, le petit flux financier peut lui-même représenter plusieurs dizaines de millions de dollars. On est bien d'accord. Imaginez les flux financiers, ne serait-ce qu'entre entre le Sénégal et les autres pays de la région, ce sont des milliards de dollars tous les jours qui circulent dans tous les sens. Donc la difficulté, c'est d'identifier les 10 millions de dollars ou les 3 millions de dollars qui vont passer au milieu de ces centaines de millions de dollars. Et c'est toute la difficulté. Mais il y a des techniques. Je vous invite à lire les différentes typologies qui ont été publiées par le GAFI et par le GIABA sur cet sujet-là. Et vous verrez qu'il y a des clignotants qui vont virer du vert à l'orange, voire parfois de l'orange au rouge, et qui vont permettre aux services répressifs, qui vont permettre à la justice et aux organes régulateurs, la Banque centrale, la BCAO, etc., de pouvoir avoir des clignotants qui vont s'allumer sur un certain nombre de flux financiers qui vont dans une direction, qui vont dans l'autre. Et sur cette base-là, ensuite, c'est à la justice d'enclencher une enquête pénale pour déterminer si ce flux est criminel ou pas. Alors, est-ce qu'on a une idée des ressources financières dont disposent les organisations terroristes ici au Sahel, ou bien combien elles dépensent par jour, par an? Alors, je veux dire, différentes études ont été faites. Et ce qu'on appelle la magnitude des flux financiers illicites est très compliquée parce que, évidemment, on se heurte à des flux qui sont difficilement traçables, comme je viens de vous l'expliquer. Les études sont automatiquement, je dirais, aléatoires. Mais on peut imaginer que certaines organisations ont besoin de plusieurs millions de dollars pour fonctionner, ne serait-ce que mensuellement. C'est-à-dire en termes de logistique. En termes de logistique, pour acheter des armes, des munitions, des voitures, des 4x4, de l'essence, de la nourriture, payer de nouveaux combattants. Parce qu'il y a beaucoup de djihadistes qui viennent à des fins lucratives, c'est-à-dire parce que ça devient un métier comme un autre. Justement, vous disiez le jour du forum qu'aujourd'hui, on n'a plus affaire à des djihadistes purs et durs, mais qu'ils ont développé de crimes économiques. Bien sûr, il y a toujours des gens qui s'engagent dans la djihad, qui sont profondément religieux et qui sont intimement persuadés que ce qu'ils font est pour une noble cause. Ça, c'est clair. Mais on s'aperçoit que d'un autre côté, vous avez des groupes criminels qui, eux, utilisent ces territoires qui sont contrôlés par des groupes djihadistes et qui ne sont pas contrôlés par l'État comme des points de passage et donc comme des relais dans le cadre des routes criminelles qui peuvent tourner dans la sous-région et en direction, par exemple, de l'Europe ou d'autres régions. Et en fait, on a des groupes un peu hybrides, c'est-à-dire qui sont djihadistes le jour, je dirais, et criminels la nuit ou inversement. C'est-à-dire des gens qui vont s'ouvrir à de nouvelles sources financières, ces nouvelles sources financières pouvant être donc criminelles, d'origine criminelle, ça peut être la drogue, ça peut être les armes, ça peut être tous les types de contrebande possibles et imaginables. Et ces djihadistes, eux, vont essayer de récupérer le plus d'argent possible, soit pour financer leur djihad, soit aussi pour se financer à titre personnel. Donc, si vous voulez, en fait, les choses ne sont plus
blanche ou noire. On travaille dans des tons de gris qui vont du gris clair au gris foncé et je veux dire chaque djihadiste, chaque groupe criminel se positionne dans cet éventail à un endroit qui lui est tout à fait particulier. De plus en plus, les États, les organismes internationaux parlent de prévention du terrorisme. C'est dans le cadre de cette prévention que le président du Sénégal a pris ces mesures-là. Mais dire que voilà, pour prévenir le terrorisme, il faut interdire le voile intégral, par exemple, il faut régler le problème de la pauvreté, l'emploi des jeunes et tout ça, c'est bien. Mais on sait que les mouvements djihadistes sont hyper armés. Ils ont des armes sophistiquées qui sont sans commune mesure avec des armées nationales. Viennent ces armes-là. Alors, les études qu'on a faites, là, évidemment, c'est très difficile parce qu'on travaille dans des zones qui sont incontrôlables ou difficilement contrôlables. Mais les études qu'on a faites en matière d'armes nous ont démontré que, finalement, la région est malheureusement autosuffisante en matière d'armes. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'armes qui ont été importées dans les années 80-90, au moment des coups d'État, au moment des révolutions, et que maintenant, grosso modo, trouver un AK-47, trouver un missile, ça peut se trouver relativement facilement, à condition qu'on soit d'accord pour y mettre le prix. Et souvent, d'ailleurs, c'est à vil prix. C'est-à-dire que la durée de vie d'un AK-47, si vous l'entretenez un peu, si vous le graissez un petit peu, peut être 50-60 ans. Donc, vous avez des AK-47 qui sont toujours utilisés de nos jours, qui ont été produits dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'armement est sophistiqué, l'armement est de plus en plus sophistiqué, je suis d'accord, mais malgré tout, le djihadiste de base, le combattant de base, aura un AK-47. C'est l'arme, si vous voulez, c'est l'arme fondamentale de tous ces combattants-là. La région est quasiment autosuffisante en matière d'armes. Mais en termes de quantité, c'est pas énorme. Le plus gros apport d'armes nouvelles qui a été fait dans la sous-région, c'est quand les arsenaux de Mohamed Kadhafi ont été vidés, donc dans 2012. À ce moment-là, c'était des arsenaux qui contenaient beaucoup d'armes récentes, sophistiquées et parfaitement bien entretenues, qui, elles, se sont déversées entre les mains des groupes djihadistes, AQMI et ses affiliés, dans la région sahélienne. Mais sinon, je dirais qu'il y a malheureusement, il y a suffisamment d'armes dans la région. Voilà, la région est autosuffisante en armes, mais on n'a pas été capable de combattre les djihadistes au nord du Mali. Il a fallu que l'armée française arrive. Je crois que l'armée française est intervenue à un moment où la communauté internationale et certainement l'État malien qui a fait justement appel à l'armée française a senti que c'était en train de dépasser une limite de l'acceptable. C'est à ce moment-là que l'armée française est intervenue, qu'il y a eu la première opération, que maintenant, en accord avec les différents autres partenaires de la sous-région, il y a l'opération Barkhane, donc il y a des forces françaises qui patrouillent en liaison bien sûr avec les autres forces de la région sahélienne, les forces nationales de la région sahélienne, qui patrouillent la zone désertique. Des mouvements djihadistes, dont Boko Haram, quand ils font les kidnappings et qu'ils demandent des rançons, c'est justement pour acheter des armes. Est-ce que les États, la communauté internationale fait en sorte que les industriels des armements ne puissent pas leur livrer des armes? Non, je vous répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la région est autosuffisante, quasiment autosuffisante en matière d'armes. C'est-à-dire que les armes qu'on va trouver au Nord Mali vont venir des arsenaux de Kadhafi, vont venir de la Côte d'Ivoire, vont venir des anciennes guerres civiles du Libéria, du Sierra Leone ou du Nigeria. Et donc il y a une circulation au sein de la sous-région de ces armes et de ces munitions. Donc ça, c'est la vérité à 95%. Alors bien sûr, il y aura toujours 5, 3, 4, 3% d'armes et de munitions qui vont venir de l'extérieur. Mais je crois que le but principal des rançons, c'était aussi avant tout d'acheter une logistique, de nourrir les combattants, d'acheter des 4x4, d'acheter de la nourriture, de payer des nouveaux combattants pour pouvoir justement alimenter cette djihad qui est faite dans la région sahélienne. Alors dans le cadre de la prévention, on a émis l'idée de renforcer les échanges de renseignements entre les États. Est-ce que vous pensez que les États se font mutuellement et suffisamment confiance pour pouvoir échanger des renseignements? Je crois que c'est absolument basique. Il n'y aura pas de lutte contre la criminalité, quelle que soit cette criminalité, et le terrorisme n'est rien d'autre qu'une criminalité à part entière. Si on n'est pas capable d'échanger le plus en amont possible le renseignement.
Cet échange du renseignement ne peut se faire que sur la base de la confiance. Quand on travaille en matière de renseignement criminel, et je dirais peut-être même encore plus quand on travaille en matière de renseignement terroriste, il faut avoir une confiance absolue dans son partenaire. Celui qui va, le récipiendaire, celui qui va recevoir ce renseignement. Et c'est justement ce que nous faisons, ce que la communauté internationale fait ici. Ce que nous faisons en travaillant avec les pays dans le domaine du renseignement criminel sous toutes ses formes, et ça inclut bien sûr le renseignement terroriste, pour créer ces liens, créer ce niveau de confiance qui permettra ensuite aux États d'échanger en temps réel ce renseignement qui est tellement nécessaire. Est-ce que les différents moyens de lutte contre le terrorisme dans le Sahel vous semblent-ils à la hauteur des enjeux, notamment les lois nationales? Est-ce qu'elles vous paraissent suffisamment dissuasives? Il y a ce qu'on appelle des standards internationaux. Ces standards internationaux, ce sont les 19 conventions des Nations Unies qui touchent aux actes terroristes. Nous travaillons tous les jours avec les différents partenaires de la sous-région pour nous assurer que les pays de la sous-région ratifient ces conventions, premièrement, et les transposent dans leur droit positif, en deuxième. Une fois que ça c'est fait, il faut ensuite s'assurer que ces pays créent des institutions qui soient capables de traiter au niveau du renseignement, au niveau de l'investigation, au niveau de la poursuite et au niveau du jugement de ces cas spécifiques, de ces cas spéciaux qu'on appelle les cas de terrorisme. Terrorisme, que je répète ce que j'ai dit précédemment, qui de plus en plus est un terrorisme à plusieurs faces. Je ne parle pas de narcoterrorisme, parce que ce n'est pas ça, mais un terrorisme qui est matiné, qui est mélangé avec des opérations criminelles. Et donc, c'est jamais suffisant. Même les standards internationaux ne cessent d'être mis à jour. Donc, on en est à la 19e convention sur des thématiques différentes. Donc ça veut dire que demain, il y en aura certainement une 20e, une 21e. Et donc il est important pour les États de la sous-région de s'assurer que leurs standards nationaux sont en adéquation avec les standards internationaux. Parce que si ça, ce n'est pas le cas, aucun tribunal, aucun policier, aucun tribunal, aucun procureur ne pourra statuer sur un cas si ce n'est pas prévu dans les textes. Donc la base fondamentale, on peut avoir le meilleur renseignement du monde. Si on n'a pas un texte qui punit ce crime, on ne peut rien faire. Et donc l'intérêt, et ça c'est du cœur du métier de l'ONUDC, c'est justement de travailler avec les États membres pour s'assurer que leurs lois nationales soient en conformité et en adéquation avec ces standards internationaux et que les institutions soient là justement pour pouvoir ensuite traiter de ces cas-là. Parlant des textes, justement, les pays comme le Sénégal, par exemple, est toujours apte à signer des textes, des traités. Et ici, on dit que quand c'est pour signer, c'est très facile, mais après, ce n'est pas suivi d'application. C'est tout le problème de la ratification, de la signature, ratification et mise en œuvre. Donc ce n'est pas que le problème du Sénégal, croyez-moi. C'est le problème de beaucoup de pays dans le monde. Il y a un accord, il y a un consensus sur une thématique, quelle qu'elle soit. Donc sur cette base-là, ensuite l'État va s'engager, il va signer la convention, ensuite ça va arriver au plan national. Cette convention va être ratifiée, mais je dirais que ça, c'est le début d'un processus. Ce n'est pas la fin en soi. La ratification, c'est passer devant le Parlement, c'est l'approbation par le Parlement de la qualité de ce texte, c'est-à-dire oui, nous en avons besoin. Mais ensuite, il y a toute la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, c'est là où souvent le bât blesse au Sénégal comme partout dans le monde. Et c'est pour ça que la communauté internationale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sont là justement pour aider les États, le Sénégal et d'autres, à, fonctionner et pouvoir être le plus efficace dans la lutte contre le crime au sens le plus large du terme. Et comme je l'ai dit, ça inclut le mot terroriste, ça inclut la corruption, ça inclut tous les types de criminalité organisée transnationale. Pierre Lapac, l'ONUDC, votre organisme a également mandat la lutte contre le blanchiment d'argent. Quelle est l'ampleur du phénomène ici en Afrique de l'Ouest et même du centre, parce que vous avez en charge les deux régions? À partir du moment où vous avez une criminalité organisée transnationale sous toutes ses formes, ça inclut la drogue, ça inclut tous les types de contrebande et de trafic, vous avez ce qu'on appelle l'argent sale qui est généré. Alors, cet argent sale, à un moment ou à un autre, doit être investi dans le circuit financier. Je ne parle pas du circuit bancaire, je parle du circuit financier de manière la plus large possible. Alors, quel est le montant de cet argent sale?
Personne ne le sait. On a des estimations, on a des idées, mais on est incapable de prouver l'importance de ces flux-là. D'accord ? On sait que de plus en plus, il y a des enquêtes qui sont faites, des enquêtes criminelles qui permettent de déterminer des flux d'argent sale, que ce soit ici, dans la région ou ailleurs. Donc, c'est une réalité. Parfois, on voit pousser des immeubles, parfois, on voit des grues sortir de terre. Justement, j'allais vous demander quels sont les secteurs les plus touchés, parce qu'ici au Sénégal, ces immeubles-là attirent beaucoup de soupçons. Alors, c'est l'immobilier, c'est le tourisme, qui sont généralement les milieux dans lesquels on blanchit le plus. Beaucoup en Afrique aussi, vous avez beaucoup de blanchiment au travers des voitures usagées, des voitures importées qui viennent d'Europe principalement. De grandes marques. Oui, bien sûr, de grandes marques, mais aussi, si vous voulez, les voitures que les gens vont acheter en deuxième, voire en troisième main, qui ont été importées d'Europe et qu'on va retrouver dans les rues de Dakar, d'Abidjan ou d'Accra. Voilà, donc les gros domaines dans lesquels on trouve ce type de blanchiment, ce sont ceux-là. Mais il y a, je dirais, mille et un moyens de blanchir de l'argent, et je crois que toutes les typologies qui ont été préparées et écrites par le GAFI, le GIABA, etc., le démontrent totalement. Ces secteurs comme l'immobilier qui sont suspectés, bon, ça reste à l'étape de soupçon, on ne peut rien faire. Si, bien sûr, on peut faire quelque chose. Je dirais, je ne veux pas rentrer dans le yaka faucon, qui est trop facile, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des flux financiers. On ne construit pas un immeuble du jour au lendemain en apportant des valises de cash à un entrepreneur qui va lui construire l'immeuble. Donc cet entrepreneur va être payé d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des transferts d'argent qui vont être faits d'un compte bancaire à un autre. Et donc à partir du moment où ça passe par le circuit bancaire normal, on va dire légitime, à ce moment-là, il y a des indicateurs de soupçon qui sont parfaitement connus, qu'on retrouve dans toutes les typologies et qui doivent permettre aux banquiers sénégalais, ivoiriens ou nigérians de détecter une opération dite suspicieuse. Ça ne veut pas dire une opération frauduleuse, c'est une opération suspicieuse qui elle-même ensuite doit être donnée à un organisme au Sénégal qui s'appelle le CENTIF, qui est un organisme qui reçoit donc les déclarations de soupçons qui sont faites par les institutions financières. Et cette CENTIF fait, elle, un début d'enquête, et s'il y a des doutes, à ce moment-là, elle a le devoir de transmettre le dossier à l'autorité judiciaire qui, elle, doit à ce moment-là faire basculer cette enquête, je dirais, administrative à un niveau pénal pour déterminer si cet argent est vraiment d'origine frauduleuse ou pas. Et si cet argent est d'origine frauduleuse, il doit y avoir une sanction derrière. Et il doit non seulement y avoir une sanction, mais il doit y avoir la confiscation des avoirs criminels. Pour qu'on revienne à une des règles de base, le crime ne doit pas payer. Et qu'on a souvent trop tendance à oublier dans le monde. Quel est l'impact de l'exécution de votre mandat sur la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, le crime ? Toujours très difficile de parler de soi-même ou de son institution. La tendance est toujours de dire on est les meilleurs, on est les plus forts. Alors je ne rentrerai certainement pas là-dedans. Ce que je sais, c'est que tous les jours, la centaine de collègues qui travaillent avec moi dans la sous-région, cette centaine de collègues fait un travail immense sur toutes nos thématiques. La lutte contre le terrorisme, le blanchiment, la lutte contre la drogue, le traite des personnes, le trafic de migrants. Donc toutes ces thématiques que nous couvrons, le renforcement de la chaîne judiciaire, et on voit des résultats. Pierre Lapac, Ceneplus.com vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant régional chargé de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue, le crime et la prévention du terrorisme. Merci une fois encore. Merci.